Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une machine absolument colossale, un véritable monstre d'ingénierie et d'économie, le système de transport multimodal américain. On va se pencher sur ce qu'on appelle la tyrannie de l'efficience. L'échelle de cette infrastructure nationale défie littéralement l'imagination et comprendre ses rouages, c'est absolument crucial pour saisir comment le commerce fonctionne à très très grande échelle. Imaginez un peu la scène. Un hub logistique gigantesque qui ne dort jamais, de l'aube jusqu'au crépuscule. Les navires géants, les trains interminables, les avions cargo et les flottes de camions s'intègrent de manière super fluide dans une chaîne d'approvisionnement qui tourne 24 heures sur 24. C'est une véritable chorégraphie continue qui relie l'océan, le ciel, la route et le rail. Alors, comment on va décortiquer la bête aujourd'hui? On va d'abord parler géographie, puis on verra le rôle de la dérégulation, la fameuse révolution technologique du double stack, notre arrêt obligatoire au cœur du réseau à Chicago, les limites de ce modèle, et on terminera avec les grandes leçons à en tirer. C'est parti! Premier arrêt, la géographie et cette idée de massification extrême. Parce que oui, la base de ce système titanesque, ça commence par le terrain américain lui-même. Contrairement à l'Europe, où le territoire est morcelé par de grandes chaînes de montagnes comme les Alpes et une forte densité urbaine, les États-Unis, c'est tout l'inverse. C'est vaste, plat et remarquablement homogène. Sans obstacle majeur sur des milliers de kilomètres, ils ont pu tracer d'immenses couloirs logistiques en ligne droite. Du coup, ça a dicté une règle d'or très claire. Construire des infrastructures pour privilégier une capacité ultra massive plutôt que la flexibilité ou la fréquence. Pour bien visualiser, gardez ce chiffre en tête, 250. C'est le nombre ahurissant de containers qu'un seul et unique train peut tirer là-bas. On parle de convois qui peuvent s'étirer sur 4 km de long. C'est complètement fou. Aux États-Unis, un train de marchandises, ce n'est pas juste un moyen de transport. C'est littéralement une usine roulante conçue pour déplacer le volume maximum en un seul trajet. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la dérégulation et le pouvoir du privé. Car gérer un tel mastodonte, ça ne s'improvise pas. Et ça illustre brillamment un point de bascule historique incroyable. Avant 1980, le secteur était hyper régulé, au bord de la faillite et les rails tombaient en ruine. Et là, bam, le Staggers Rail Act de 1980 change la donne. Liberté des prix, contrat direct avec les clients. Le résultat a été immédiat, une explosion totale de la productivité. Une industrie qui était en train de mourir s'est restructurée pour devenir une vraie puissance mondiale. Cette dérégulation a carrément donné les clés du réseau à quelques géants privés comme Union Pacifique ou BNSF. Et attention, ils ne font pas que faire rouler des trains, ils possèdent l'infrastructure de A à Z. Ils gèrent la totalité des flux et décident de tous les investissements. Grâce à cette intégration verticale, ces entreprises sont devenues les architectes absolus de la chaîne logistique. Passons à notre troisième étape, la révolution du double stack. Parce qu'un bon contrat ne fait pas tout, il fallait un vrai bond technologique dans les années 80 pour changer la donne. Le double stack, c'est l'idée de génie de cette époque. Et pourtant, c'est tout simple. Ça consiste à empiler deux conteneurs, l'un sur l'autre, sur un wagon spécialement surbaissé. Les idées les plus simples sont souvent les meilleures. C'est ce qui a permis au rail de devenir un concurrent redoutable face aux camions. Et l'effet domino a été massif. Empiler les conteneurs double instantanément la capacité de chaque train, ce qui fait plonger les coûts unitaires de 30 à 40%. Mais bon, on ne change pas les trains sans changer le reste. Il a fallu repenser les infrastructures de tout le pays, rehausser d'innombrables ponts et élargir des tunnels pour laisser passer ces murs d'acier roulants. Allez, quatrième chapitre, direction Chicago, le véritable cœur logistique du continent. Rendez-vous compte, 25% de tout le fret ferroviaire américain passe par cette seule et unique ville. Un quart de la marchandise nationale. 6 des 7 plus grandes compagnies ferroviaires s'y croisent pour relier les deux côtes. Évidemment, concentrer un volume aussi titanesque au même endroit, ça crée inévitablement un immense goulot d'étranglement. Donc, le point crucial ici, c'est ce qu'on appelle le Rubber Tire Interchange, ou l'échange sur pneus. En gros, vu que ces réseaux privés sont en concurrence, ils ne sont pas parfaitement connectés. Résultat, des milliers de conteneurs doivent être déchargés et traverser la ville sur des camions pour rejoindre un autre terminal. C'est lourd, c'est extrêmement cher et ça bouche complètement les rues de Chicago. Pour éviter la paralysie totale, comment font-ils? Eh bien, ils sortent l'artillerie lourde avec l'intelligence artificielle. Ils utilisent des systèmes prédictifs de pointe et optimisent dynamiquement les flux à la minute près. En clair, c'est la haute technologie qui vient sauver les meubles et compenser les limites physiques des voies de la ville. Ce qui nous amène tout naturellement à notre cinquième point, les limites du modèle et cette fameuse tyrannie de l'efficience. Parce que oui, tout ça a un prix.
Sur le papier, l'économie du rail sur les longues distances est juste incontestable. On parle d'un coût ultra faible, entre 2 et 4 centimes de dollars la tonne au kilomètre. Dès qu'on dépasse les 500 km, la route ne fait plus du tout le poids. Le transport fluvial n'est pas cher non plus, mais il dépend strictement de la nature. C'est pour ça que le train règne en maître absolu pour traverser le continent. Mais voilà, optimiser un système à 100% pour le profit et le volume, ça crée de sacrées failles. C'est la fameuse tyrannie de l'efficience dont on parlait. Puisque le réseau dépend du privé, les régions moins rentables sont laissées pour compte, créant de gros déséquilibres territoriaux. On observe aussi un sérieux retard environnemental parce que la décarbonation coûte cher. Et comme on l'a vu à Chicago, la compétition féroce empêche une vraie coopération, générant des absurdités logistiques. On arrive déjà à notre 6e et dernière partie, le verdict et les leçons stratégiques à retenir de ce géant. Si on doit résumer, on a 4 leçons clés. 1. La massification extrême est le secret ultime pour casser les prix. 2. L'intégration verticale, où un acteur gère tout de bout en bout, booste radicalement les performances. 3. La dérégulation a été une étincelle incroyable pour l'investissement privé. Et 4. La tech est vitale pour surmonter les limites physiques. Mais attention, même si c'est hyper efficace pour de gros volumes, c'est un modèle du sur-mesure pour les États-Unis. On ne peut pas juste le copier-coller ailleurs. Et on va se quitter sur cette dernière réflexion. Est-ce que l'efficacité pure suffit vraiment à garantir un système équilibré ? Ce décryptage nous montre bien qu'en étant obsédé par la baisse des coûts, on finit par faire de gros compromis sociaux et environnementaux. C'est une vraie question qu'il faut garder en tête quand on pense à l'avenir des chaînes d'approvisionnement mondiales. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce décryptage et à très bientôt.